ASMR d'1h30 sur le livre 1 du Capital. Et je crois il y a 2 autres ASMR de gauche. Je sais plus si c'est du Parti communiste ou si c'est, enfin du manifeste du Parti communiste ou si c'est autre chose. Donc voilà, je n'ai rien inventé encore une fois. Voilà. Mais je trouvais que le format était très drôle. Genre la lutte des classes dans tes rêves, camarades. Le grand soir et la brutalité du réveil quand tu te lèves dans ce monde de merde. Enfin, quand tu te lèves, quand le réveil sonne et te réveille. Mais enfin bref. Bon là, si tu veux, c'est pas très sérieux. Mais on va essayer de faire une lecture commentée du manifeste de Marx et de Engels. Parce que ça me fait marrer et parce que je trouve ça un peu drôle, tu vois, que je t'endors sous les avec la voix à cap. Toi-même tu sais. Voilà. Et bizarrement ce format il emballe pas mal de monde. Je me demande bien pourquoi. Enfin bref, on continue. Bourgeois et prolétaires. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Mon Dieu, je suis émoustillé rien que déjà d'en parler avec vous. C'est terrible. Terrible. Hommes libres et esclaves, praticiens et plébéiens, parents et serfs, maîtres d'un corps de métier et compagnons, bref, oppresseurs et opprimés ont été en opposition constante. Ils ont mené une lutte ininterrompue, tantôt cachée, tantôt secrète. Lutte qui chaque fois s'est terminée par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, ou par la ruine commune des classes en lutte. À l'époque antérieure de l'histoire, nous trouvons presque partout toute une organisation de la société en ordres divers, une hiérarchie complexe des conditions sociales. Dans la Rome antique, nous avons des praticiens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves. Au Moyen-Âge, des seigneurs féodaux, des vassaux, des maîtres de corps de métier, des compagnons, des serfs et, en outre, dans presque chacune de ces classes à leur tour d'hiérarchie particulière. La société bourgeoise moderne, issue de la ruine de la société féodale, n'a pas aboli les oppositions de classe. Elle n'a fait que substituer aux anciennes des classes nouvelles, des conditions d'oppression nouvelles, de nouvelles formes de lutte. Notre époque, l'époque de la bourgeoisie, a cependant pour signe distinctif qu'elle a simplifié les oppositions de classe. La société entière se scinde de plus en deux camps hostiles, en deux grandes classes qui se font directement face, la bourgeoisie et le prolétariat. Alors, on va voir dans le reste du manifeste, Marx parle clairement de l'existence de classe moyenne, qu'il assimile par moments à la petite bourgeoisie. Enfin, avec le temps, voilà, petite bourgeoisie, c'est devenu un mot un peu fourre-tout. Voilà. Effectivement, je parlerai des classes moyennes un peu dans un autre format. Vous inquiétez pas. Voilà. Des serfs du Moyen-Âge sont issus les bourgeois hors les murs des premières villes. De ces citoyens habitant autour des enceintes sont sortis les premiers éléments de la bourgeoisie. La découverte de l'Amérique, le tour du cap de Bonne-Espérance ont ouvert à la bourgeoisie montante un champ d'action nouveau. Les marchés des Indes orientales et la Chine, la colonisation de l'Amérique, le commerce avec les colonies, l'accroissement des moyens d'échange et des marchandises en général ont donné au négoce, à la navigation, à l'industrie un essor qu'ils n'avaient jamais connu et entraîné du même coup le développement rapide de l'élément révolutionnaire dans la société féodale chancelante. La manière féodale ou corporative dont avait jusqu'alors fonctionné l'industrie ne suffisait plus à couvrir les besoins qui croissaient à mesure que s'ouvraient les marchés nouveaux. La manufacture s'y substitua. Le maître des corps de métier fut supplanté par la classe moyenne industrielle. La division du travail entre les différentes corporations céda la place à la division du travail au sein des divers ateliers.
de ces stades de développement de la bourgeoisie s'accompagna d'un progrès politique correspondant. Ordre exprimé lorsque régnaient les seigneurs féodaux, associations armées s'administrant elles-mêmes dans la commune. Je tourne la page. Ici, république urbaine indépendante, la tiers ordre taillable de la monarchie, puis à l'époque de la manufacture, contrepoids à la noblesse dont la monarchie appuyait sur les divers ordres ou absolus, et principale assise des grandes monarchies en général. La bourgeoisie s'est enfin arrogée depuis la création de la grande industrie et du marché mondial la suprématie politique exclusive dans l'État représentatif moderne. Les pouvoirs publics modernes ne sont qu'un comité qui administre les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière. La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle hautement révolutionnaire. Là où elle est arrivée au pouvoir, la bourgeoisie a détruit tous les rapports féodaux, patriarcaux, idylliques. Elle a impitoyablement déchiré la variété bariolée des liens féodaux qui unissaient l'homme à ses supérieurs naturels et n'a laissé subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que l'intérêt tout nu, luture, paiement comptant. Elle a noyé dans les eaux glacées du calcul égoïste les frissons sacrés de l'exaltation religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la mélancolie sentimentale des petits bourgeois. C'est une de mes phrases préférées du manifeste. Elle a dissout la dignité personnelle dans la valeur d'échange et substitué aux innombrables libertés reconnues par lettres patentes et chèrement acquises la seule liberté sans scrupule du commerce. En un mot, elle a substitué à l'exploitation que volaient les solutions religieuses et politiques, l'exploitation ouverte, cynique, directe et toute crue. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités tenues jusqu'ici pour vénérables et considérées avec une piété mêlée de crainte. Elle a transformé le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, l'homme de science en salariés à ses gages. La bourgeoisie a arraché aux relations familiales le voile sentimental attendrissant et les a ramenés à un pur rapport d'argent. La bourgeoisie a révélé comment la manifestation de la force brutale que la réaction admire tant dans le Moyen-Âge trouvait son complément approprié dans la fainéantise la plus crasse. Elle a été la première à montrer ce dont était capable l'activité des hommes. Elle a accompli de toutes les autres merveilles que les pyramides d'Égypte, les aqueducs romains et les cathédrales gothiques. Elle a réalisé toutes les autres expéditions que les grandes invasions et les croisades. La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner en permanence les instruments de production, donc les conditions de la production, donc l'ensemble des rapports sociaux. Le maintien sans changement de l'ancien monde de production était au contraire la condition d'existence première de toutes les classes industrielles antérieures. Le bouleversement constant de la production, l'ébranlement incessant de toutes les conditions sociales, l'insécurité et l'agitation perpétuelle distinguent l'époque bourgeoise de toutes les époques antérieures. Tous les rapports bien établis, fichés par la rouille avec leur cortège d'idées et de conceptions surannées et vénérables, sont dissous. Tous les rapports nouveaux tombent en désuétude avant d'avoir pu se scléroser. Toute hiérarchie sociale et tout ordre établi se volatilise. Tout ce qui est sacré est profané, et les hommes sont enfin contraints de considérer d'un œil froid leur position dans la vie, leurs relations mutuelles. Pressée par le besoin de débouchés toujours plus étendus pour ses produits, la bourgeoisie se répand. Je tourne la page. Sur la terre entière, il faut qu'elle s'implante partout, s'installe partout, établisse partout des relations. Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie a donné une tournure cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand regret des réactionnaires, elle a sapé tous les pieds de l'industrie, sa base nationale. Déjà à l'époque, les antiques industries nationales ont été anéanties et continuent à l'être chaque jour. Elles sont évincées par les industries nouvelles, dont l'introduction devient une question de vie ou de mort pour toutes les nations civilisées. Des industries qui ne transforment plus des matières premières du pays, mais des matières premières en provenance des zones les plus reculées et dont les produits sont consommés non seulement dans le pays même, mais dans toutes les parties du monde à la fois. Les
Les anciens besoins que satisfaisaient les produits nationaux sont remplacés par des besoins nouveaux qui exigent pour leur fabrication des produits des contrées et des climats les plus lointains. L'ancien isolement des localités et des nations qui se fusaient à elles-mêmes fait place à des relations universelles et une interdépendance universelle des nations. Et ce qui est vrai de la production matérielle l'est tout autant de la production intellectuelle. Les produits de l'esprit des diverses nations deviennent des biens communs. L'exclusivisme et l'étroitesse nationaux deviennent de plus en plus impossibles, et la multiplicité des littératures nationales et locales naît une littérature mondiale. Il est patent avec les réactionnaires et les nationaux. Grâce au perfectionnement rapide de tous les instruments de production, grâce aux communications rendues infiniment plus faciles, la bourgeoisie entraîne brutalement dans la civilisation toutes les nations, même les plus barbares. Le bon marché de ces marchandises est l'artillerie lourde avec laquelle elle abat toutes les murailles de Chine et contraint à capituler les barbares qui nourrissent la haine la plus opiniâtre de l'étranger. Elle oblige toutes les nations à faire leur, si elle ne veut pas disparaître, le mode de production de la bourgeoisie. Elle est contrainte à introduire chez elle ce qu'elle appelle la civilisation, c'est-à-dire à devenir bourgeoise. En un mot, elle se crée un monde à son image. La bourgeoisie a soumis la campagne à la domination de la ville. Elle a créé des villes énormes. Elle a considérablement augmenté la population urbaine par rapport à celle des campagnes et arraché ainsi une part importante de la population à l'hébétissement de la vie rurale. Tout comme elle a assujetti la campagne à la ville, elle a rendu les pays barbares ou à demi-barbares dépendants des pays civilisés, les peuples paysans dépendants des peuples bourgeois, l'Orient et l'Occident. C'était écrit à une autre époque. La bourgeoisie supprime de plus en plus l'éparpillement des moyens de production, de la propriété et de la population. Elle a aggloméré la population, centralisé les moyens de production et concentré la propriété en un petit nombre de mains. La conséquence nécessaire a été la centralisation politique. Des provinces indépendantes, tous liées par des alliances ayant des intérêts, des lois, des gouvernements et des systèmes douaniers différents, ont été concentrées en une nation unique, avec un gouvernement unique, une législation unique, un seul intérêt national de classe, une seule frontière douanière. Dans le cadre de sa domination de classe à peine centenaire, la bourgeoisie a créé des forces de production plus massives et plus colossales que toutes les générations passées prises ensemble. Soumission à l'homme des forces de la nature, machinisme, application de la chimie à l'industrie et à l'agriculture, navigation à vapeur, chemin de fer, télégraphe électrique, défrichement de continents entiers, régulation des fleuves, population entière jaillie du sol. Quel est le siècle passé qui soupçonnait que de telles forces de production sommeillaient au sein du travail social ? Or, nous l'avons vu, les moyens de production et d'échange sur la base desquels la bourgeoisie a commencé à s'édifier ont été produits au sein de la société féodale. À un certain stade de développement de ces moyens de production et d'échange, les conditions dans lesquelles la société féodale produisait et échangeait, l'organisation féodale de l'agriculture et de la manufacture, en un mot les rapports de propriété féodaux ne correspondaient plus aux forces productives déjà développées. Ils paralysaient la production au lieu de la faire progresser. Ils se transformèrent en autant d'entraves. Il fallait les faire sauter, et on les fit sauter. Ils furent remplacés par la libre concurrence avec l'organisation sociale et politique appropriée, avec la suprématie économique et politique de la classe bourgeoise. Nous voyons s'opérer sous nos yeux un mouvement analogue. La condition bourgeoise de production et d'échange, les rapports bourgeois de propriété, la société bourgeoise moderne qui a fait jaillir comme par enchantement les moyens de production et d'échange, aussi prodigieux, ressemble au sorcier qui n'est plus capable de maîtriser les puissances infernales qu'il a invoquées. Depuis des dizaines d'années, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est plus que l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production, contre les rapports de propriété qui conditionnent l'existence de la bourgeoisie et de sa suprématie. Il suffit de citer les crises commerciales qui, revenant périodiquement, remettent en question et menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise tout entière. Chaque crise anéantit régulièrement une grande partie non seulement de la production existante, mais même des forces productives déjà créées. Avec les crises
euphorie momentanée. On dirait qu'une famine de guerre générale d'anéantissement lui ont coupé tous les moyens de subsistance. L'industrie, le commerce semblent anéantis. Et pourquoi? Parce qu'il possède trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives dont elles disposent ne servent plus à faire progresser les civilisations bourgeoises et les rapports de propriété bourgeois. Au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ces rapports. Elles sont envoyées par eux. Et dès qu'elles surmontent cet obstacle, elles désorganisent toute la société bourgeoise, à mettre l'existence de la propriété bourgeoise en péril. Les conditions bourgeoises sont devenues trop étroites pour contenir la richesse qu'elles ont produite. Par quels moyens la bourgeoisie surmonte-t-elle les crises? D'une part, en imposant la destruction d'une masse de forces productives, d'autre part, en conquérant un nouveau marché et en exploitant plus à fond les anciens. Par quels moyens donc? En ouvrant la voie à des crises plus étendues et plus violentes et en diminuant les moyens de les prévenir. Les armes dont la bourgeoisie s'est servie pour abattre la féodalité se tournent maintenant contre la bourgeoisie elle-même. Mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui lui apportent la mort, elle a aussi engendré les hommes qui porteront ces armes, les ouvriers modernes, les prolétaires. Alors oui, Marx avait un gros côté messianisme ouvrier. Ça a été un de ses torts, on va dire. Comme quoi, entre l'ouvrier, le prolétariat, ou le prolétaire avait une essence particulière, une prédisposition particulière. Ce qui, l'histoire montre que c'est bon. Il y a eu des moments de gloire dans le mouvement ouvrier, quand même. Mais malgré tout, vu l'état de la situation, on peut se dire que, bon, quand même, être prolétaire n'est pas un ticket VIP pour la vertu, on est bien d'accord. Mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes, dans la mesure même où se développe la bourgeoisie. C'est-à-dire le capital, se développe le prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne vivent que tant qu'ils trouvent du travail et qui n'en trouvent que tant que leur travail augmente le capital. Ces ouvriers obligés de se vendre par portions successives sont une marchandise comme tout autre article de commerce et sont donc exposés de la même manière à tous les aléas de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché. L'extension du machinisme et de la division du travail ont fait perdre au travail des prolétaires tout caractère indépendant et par suite tout attrait pour l'ouvrier. Celui-ci n'est plus qu'un accessoire de la machine et l'on exige de lui que le geste le plus simple, le plus monotone, le plus facile à apprendre. Les frais qu'occasionne l'ouvrier se limitent donc à peu près uniquement aux moyens de subsistance dont il a besoin pour son entretien et la reproduction de sa race. Or, le prix d'une marchandise, donc aussi du travail, est égal à ses frais de production. En conséquence, à mesure que le travail devient de plus répugnant, le salaire baisse. Plus encore, à mesure que l'accroissement de le machinisme et la division du travail, la masse du travail grandit, soit par l'augmentation des heures de travail, soit par l'augmentation des heures du travail exigé dans un temps donné, par l'accélération de la marche des machines, etc. Bon, ce qu'on appelle la cadence, quoi. L'industrie moderne a transformé le petit atelier du maître artisan patriarcal en la grande usine du capitaliste industriel. Des masses d'ouvriers concentrés dans la fabrique sont organisés militairement. Simples soldats dans l'industrie, ils sont placés sous la surveillance d'une hiérarchie complète de sous-officiers et d'officiers. Ils ne sont pas seulement des esclaves de la classe bourgeoise, de l'état bourgeois. Ils sont chaque jour et à chaque heure asservis par la machine, par le surveillant et avant tout par le fabricant bourgeois individuel lui-même. Ce despotisme est d'autant plus mesquin, odieux, exaspérant qu'il proclame plus ouvertement le profit comme sa fin ultime. Pour info, dans le capitalisme, le sens du travail, ce que Graeber appelait les bullshit jobs, il n'a pas compris le game en fait. Dans le capitalisme, tous les travails sont des bullshit jobs. Parce que ce qui compte dans l'activité de production, dans une société capitaliste,
travail des hommes est supplanté par celui des femmes. Les différences de sexe et d'âge n'ont aucune valeur sociale pour la classe ouvrière. Il n'y a plus que des instruments de travail dont le coût diffère selon l'âge et le sexe. Alors ça, on peut dire que bon, les femmes étaient quand même bon, voilà quoi. Avoir le droit d'avoir un chéquier, tout ça, voilà. Bon, Marx l'a fait, il est dans la, on va dire qu'il est dans, pour dire ça se voit que c'est un homme, voilà, tout simplement. Une fois terminée son exploitation par le fabricant, en ce sens qu'on lui a compté son salaire, l'ouvrier voit fondre sur lui les autres membres de la bourgeoisie, le propriétaire, le boutiquier, le prêteur sur gage, etc. Les anciennes petites classes moyennes, petits industriels, petits commerçants, petits rentiers, artisans et paysans, toutes ces classes tombent dans le prolétariat, soit que leur petit capital ne suffit pas pour pratiquer la grande industrie et succombe à la concurrence des capitalismes mieux pourvus, soit leur habileté soit dépréciée par des modes de production nouvelles. Ainsi, le prolétariat se recrute-t-il dans toutes les classes de la population. Ça, c'est vrai en temps de crise. Au début, la lutte est engagée par les ouvriers isolés, puis par les ouvriers d'une usine, puis par les ouvriers d'une branche d'activité dans une localité, contre le bourgeois individuel qui les exploite directement. Ils dirigent leur attaque non seulement contre les rapports bourgeois de production, ils les dirigent contre les instruments de production eux-mêmes. Ils détruisent les marchandises étrangères qui leur font concurrence. Ils brisent les machines, ils mettent le feu aux usines, ils cherchent à se reconquérir la position disparue de l'ouvrier du Moyen-Âge. À ce stade, les ouvriers constituent une masse disséminée à travers tout le pays et imitée par la concurrence. S'il leur arrive de former une masse cohérente, il n'est pas encore là le résultat de leur propre union, mais celle de la bourgeoisie qui, pour atteindre à ses fins politiques propres, doit mobiliser le prolétariat tout entier et est encore pour un temps capable de le faire. À ce stade, les prolétaires ne combattent donc pas leurs propres ennemis, mais les ennemis de leurs ennemis. Les restes de la monarchie absolue, les propriétaires fonciers, les bourgeois qui ne pratiquent pas l'industrie, et les petits bourgeois. Oui, c'est là où ce texte en fait a été écrit au milieu du 19e siècle. Donc voilà, il reste encore une aristocratie issue de l'ancien régime, tout simplement. De la sorte, tout le mouvement historique est concentré entre les mains de la bourgeoisie. Chaque victoire awardée contre dans ses couilles est une victoire de la bourgeoisie. Je baille, je suis fatigué, horriblement fatigué. Mais avec le développement de l'industrie, le prolétariat ne fait pas que s'accroître. Il est concentré en masse plus considérable. Sa force grandit et il devient de plus en plus conscient. Les intérêts, les conditions d'existence au sein du prolétariat tendent à devenir les mêmes à mesure que les machines effacent de plus en plus les différences dans le travail et réduisent presque partout le salaire à un niveau également bas. La concurrence croissante des bourgeois entre eux, et les crises commerciales qui en résultent rendent de plus en plus instable le salaire des ouvriers. Le perfectionnement constant de plus en plus rapide des machines rend toute leur situation de plus en plus précaire. Les conflits individuels entre ouvriers et bourgeois revêtent de plus en plus le caractère de conflits entre deux classes. Les ouvriers commencent par former des coalitions contre les bourgeois. Ils s'associent pour défendre leur salaire. Ils fondent même des associations permanentes pour être pourvus en cas de révolte éventuelle. Par endroits, la lutte éclate en émeute. Il arrive que les ouvriers l'emportent, mais ce n'est qu'une victoire passagère. Le résultat véritable de leur lutte n'est pas le succès immédiat, mais l'expansion grandissante de leur union. Elle est stimulée par la croissance des moyens de communication que crée la grande industrie, qui permettent aux ouvriers des différentes localités d'entrer en contact. Or, il suffit de mettre en liaison pour centraliser les multiples locales, ayant partout le même caractère en une lutte nationale, en une lutte des classes. Cependant, toute lutte de classe est une lutte politique. Et l'union qui a demandé des siècles aux bourgeois du Moyen-Âge avec leurs chemins vicinaux, les prolétaires modernes la réalisent en quelques années grâce au chemin de fer. Cette organisation des prolétaires en classe est par suite en partie politique. La concurrence entre les ouvriers eux-mêmes la détruit à chaque instant, mais ne cesse de renaître plus forte, plus solide, plus puissante. Utilisant les divisions
sa propre culture, c'est-à-dire des armes contre elle-même. En outre, nous l'avons vu, le progrès de l'industrie précipite dans le prolétariat des portions entières de la classe dominante, ou du moins menace leurs conditions de vie. Elle ceci apporte au prolétariat une masse d'éléments formateurs. Ça se voit que c'est écrit au XIXe siècle le texte. Enfin, en des temps où la lutte des classes approche de la crise décisive, le processus de désagrégation au sein de la classe dominante, au sein de toute l'ancienne société, revêt un caractère si violent, si cru, qu'une petite partie de la classe dominante se désolidarise, qu'elle rejoint la classe révolutionnaire, la classe qui porte en ses mains l'avenir. Donc, comme tout jadis, une partie de la noblesse a passé à la bourgeoisie, une partie de la bourgeoisie passe maintenant au prolétariat, et en particulier une partie des idéologues bourgeois qui se sont haussés jusqu'à l'intelligence théorique de l'ensemble du mouvement historique. On remarque quand même un gros travers positiviste, quand même. De toutes les classes qui aujourd'hui font face à la bourgeoisie, seul le prolétariat est une classe réellement révolutionnaire. Les autres périclitent et sombrent avec la grande industrie. Le prolétariat en est le produit le plus spécifique. Les classes moyennes, le petit industriel, le petit commerçant, l'artisan, le paysan, tous combattent la bourgeoisie pour sauver de la ruine leur existence de classe moyenne. Elles ne sont donc pas révolutionnaires, mais conservatrices. Voilà, c'est dit. Plus encore, elles sont réactionnaires car elles cherchent à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Si elles sont révolutionnaires, elles le sont en considération de leur passage imminent au prolétariat. Elles ne défendent pas leur intérêt actuel, mais leur intérêt futur. Elles abandonnent leur propre point de vue pour se placer à celui du prolétariat. Voilà. Quand même, Marx avait quand même vu un petit peu la classe moyenne. Bon, il n'avait pas vraiment théorisé dessus. C'était très sommaire. Quant au prolétariat en rayon, ce pourrissement passif des couches les plus basses de la vieille société, une révolution prolétarienne pourra le précipiter ça et là dans le mouvement, mais toutes ces conditions d'existence font qu'il sera plus disposé à se laisser acheter par des machinations réactionnaires. Oui, Karl Marx était aussi un petit peu classiste aussi, voilà. Les conditions de vie de la vieille société sont déjà anéanties dans les conditions de vie du prolétariat. Le prolétaire ne possède rien. Ses rapports avec femme et enfants n'ont plus rien de commun avec les rapports familiaux bourgeois. Le travail industriel moderne, l'asservissement moderne au capital, semblable en Angleterre et en France, en Amérique et en Allemagne, l'a dépouillé de tout caractère national. Voilà, ça c'est dit pour l'espèce de syndicalistes nationaux, on va dire, les rouges-bruns. Les lois, la morale, la religion sont pour lui tout autant de préjugés bourgeois, derrière lesquels se cachent tout autant d'intérêts bourgeois. Toutes les classes qui dans le passé ont conquis l'hégémonie s'efforçaient d'assurer une situation sociale déjà acquise en soumettant la société entière à leur propre mode d'appropriation. Les prolétaires ne peuvent s'emparer des forces sociales de production qu'en abolissant le mode d'appropriation qui a été le leur jusqu'à présent et par voie de conséquence le mode d'appropriation antérieur dans son ensemble. Les prolétaires n'ont rien à sauvegarder qui leur appartienne. Ils ont à détruire tout ce qui, jusqu'ici, était garantie et assurance de la propriété privée. Tous les mouvements du passé étaient des mouvements de minorité ou dans l'intérêt de minorités. Le mouvement du prolétariat est le mouvement autonome de l'immense majorité dans l'intérêt de l'immense majorité. Le prolétariat couche la plus base de la société actuelle, ne peut se redresser, se mettre debout sans faire voler en éclats toute la superstructure des couches que constitue la société officielle. Bien qu'elle ne soit pas dans son contenu, la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie est par sa forme d'abord une lutte nationale. Le prolétariat de chaque pays doit naturellement en finir d'abord avec sa propre bourgeoisie. En retraçant les phases les plus générales d'un développement du prolétariat, nous avons suivi la guerre civile plus ou moins larvée dans le sein de la société existante jusqu'au point où elle éclate en une révolution ouverte où le prolétariat fonde sa domination en renversant par la violence la bourgeoisie. Toute société jusqu'à nos jours reposait, nous l'avons vu, sur l'opposition entre les classes d'oppresseurs et classes opprimées. Mais pour pouvoir opprimer une classe, il fallut assurer des conditions au sein duquel elle puisse au moins subvenir à son existence asservie. Sous le régime du servage, le serf s'est haussé au rang de membre de la commune, dont tout comme sous le joug de l'absolutisme
système féodal, le petit bourgeois a accédé à la bourgeoisie. L'ouvrier moderne, au contraire, au lieu de s'élever dans le progrès de l'industrie, tombe de plus en plus en dessous des conditions de sa propre classe. L'ouvrier se transforme en indigent et le paupérisme se développe encore plus vite que la population et la richesse. Cela révèle au grand jour que la bourgeoisie est incapable de demeurer plus longtemps la classe dominante de la société et de lui imposer comme règle impérative les conditions d'existence de sa classe. Elle est incapable de régner car elle est incapable d'assurer l'existence de son esclave, même au sein de son esclavage. Car elle est contrainte de le laisser déchoir à un point où elle doit le nourrir au lieu qu'il la nourrisse. La société ne peut plus vivre sous son régime, autrement dit l'existence de la bourgeoisie n'est plus compatible avec la société. La condition la plus essentielle de l'existence et de la domination de la classe bourgeoise est l'accumulation de la richesse entre les mains de particuliers, la formation et l'accroissement du capital. La condition du capital est le salariat. Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. Le progrès de l'industrie, dont la bourgeoisie est l'agent veulent, et sans résistance, substitue à l'isolement des ouvriers par la concurrence, leur union révolutionnaire par l'association. Le développement de la grande industrie sape donc sous les pieds de la bourgeoisie, la base même sur laquelle elle produit et s'approprie les produits. La bourgeoisie produit avant tout ses propres fossoyeurs. Sa chute et la victoire du prolétariat sont également inéluctables. Fin du chapitre 1. Voilà. Je vous jugerai un petit peu sur pièce. Donc, voilà. J'espère vous accompagner docilement pendant votre sommeil. Comme ça, voilà. Vous avez ce qu'il faut. Ça durera le temps nécessaire pour